Madame, Monsieur, bien le bonsoir et bienvenue au journal sur Equinox Télévision. En politique, contentieux post-électoral des élections législatives du 30 septembre dernier, déjà 20 recours examinés et aucun n'a prospéré jusqu'ici. Le RDPC, le SIF, le Manidem, le BREC, la NDP, pour ne citer que ces partis politiques, ont été déboutés par la haute juridiction alors que des avocats dénoncent les motifs utilisés par le premier président Alexis Dipanda-Mouele. Sommet très attendu demain à Addis Abeba en Éthiopie. Les pays africains entendent revoir leurs relations avec la Cour pénale internationale alors que le président gambien et Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, estime que l'Afrique ne devrait pas se retirer de la Cour pénale internationale. C'est à suivre également ce week-end le match très attendu entre le Cameroun et la Tunisie. Dans ce journal, nous revenons sur l'historicité des rencontres ayant opposé ces deux équipes. Et notre dossier dans ce journal, c'est bien sûr consacré à la journée de l'orientation scolaire qui s'est célébrée ce vendredi entre désirs des parents et des élèves. Les conseils d'orientation ont du mal. Madame, monsieur, bienvenue au journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à ce journal très attendu demain à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre des pays africains au cours d'un sommet extraordinaire. Les pays africains qui entendent revoir leurs relations avec la Cour pénale internationale. D'ailleurs, le président gambien est contre ce retrait des pays africains de la CPI. Yaya Jammeh a exprimé sa position en route pour Addis Abeba où, on l'a dit, s'ouvre un sommet extraordinaire de l'Union africaine. En transit dans la capitale économique du Cameroun, Douala, le président gambien n'a pas manqué d'afficher une fois encore sa posture panafricaniste. Samuel Tufa et Eric Wamou. Le président gambien au salon feutré de l'aéroport international de Douala. C'est l'une des premières sorties officielles de Yaya Jammeh depuis son retour de New York, où il a vertement critiqué depuis la tribune des Nations Unies l'homosexualité qu'il qualifie de menace pour l'humanité. Officiellement, le président gambien est en transit à Douala, en route pour Addis Abeba, pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine. Une question qui n'échappe pas aux pairs africains, c'est bien la posture multilatérale de l'Afrique face à la Cour pénale internationale. Un tribunal critiqué pour son caractère partiel. Et à ce sujet, Yaya Jammeh a déjà pris position. La solution n'est pas de quitter ce tribunal. Pour ma part, nous ne devons pas nous retirer de la CPI. Excepté le cas du président Béchir, toutes les plaintes devant cette cour ont été déposées par des gouvernements africains. La CPI ne viendrait pas en Gambie arrêter un citoyen sans avoir été invité à le faire. Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire a été remis à la CPI par le régime actuel. Quitter la CPI ne vous mettra pas à l'abri des poursuites de cette juridiction. Puisqu'il existe deux procédures. Soit c'est l'Union africaine qui saisit le Conseil de sécurité pour le cas en question, tout comme un gouvernement africain peut le faire avec la Cour pénale internationale. Ceux qui gèrent ces affaires sont majoritaires au Conseil de sécurité et peuvent se référer au chef d'État pour saisir la CPI. Donc, fuir la CPI ne vous épargne pas d'éventuelles poursuites. L'Afrique doit faire partie de la CPI, défendre ses intérêts au lieu de se retirer et être sans défense. Il est connu pour ses postures tranchées et brandit avec fierté son caractère panafricaniste. Yaya Jammeh s'était déjà démarqué lors de la mise en place de cette Cour pénale internationale en 2002. Et il s'en souvient encore des réserves qu'il avait émises. J'étais contre cette affaire à ses débuts. Nous acceptons toutes les propositions de l'Occident avant même de savoir de quoi il est question. Soyons donc prudents. Cette cour ne saurait être utilisée contre nous. En tant qu'organisme continental, nous disons toujours il y va de l'intérêt supérieur de l'Afrique. Parce que certains pays utilisent la rébellion contre d'autres. Ils ont cité le cas de la Sierra Leone, le Libéria et bien d'autres. Examinons toujours minutieusement ce que nous signons, mais les gens sont divisés une fois les documents paraphés. J'ai toujours été considéré comme le mauvais grain de l'Afrique. L'enfant terrible de l'Afrique.
Je soutiens toujours la cause de l'Afrique. Voilà, c'est la conséquence de nos actes. Que nous reste-t-il à faire? C'est toujours s'assurer au moins que le Conseil de sécurité coopère avec l'Union africaine pour que les faits reprochés aux suspects interpellés soient exacts. Le président gambien, il faut le rappeler, vient de démissionner du Commonwealth. Raison avancée, la Gambie ne souhaite plus faire partie d'une organisation néocoloniale. Au pouvoir depuis 1994, Yaya Jammeh a parfois suscité un tollé international. Il a toujours affirmé qu'il ne céderait pas aux pressions extérieures et régulièrement critiqué la communauté internationale. C'est une position également partagée par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui a déclaré que ce serait une honte si un pays africain se retirait de la Cour pénale internationale. Mais de nombreux pays pensent que l'Afrique n'a pas besoin de cette cour. Nos confrères de CCTV. Pour certains, la rencontre de ce week-end de l'Union africaine pourrait être un test réel de solidarité. Quelques pays comme l'Ouganda et le Rwanda ont à maintes reprises critiqué la CPI. Les signataires comme l'Afrique du Sud s'accordent sur le fait qu'il est temps de revoir la position de l'Afrique envers la CPI. On ne sait pas encore s'il y aura un retrait général. Certains analystes suspectent les membres de l'UA de prendre une première mesure envers cela. Aujourd'hui, les leaders ne vont donner qu'une déclaration d'intention, comme ils disent. Si nous nous retirons, nous avons un Parlement capable de diriger tous les instruments nécessaires. Mais le gouvernement kényan n'est pas convaincu. Je pense en fait que c'est assez naïf de penser que les pays vont se rassembler avec le seul objectif de sortir du statut de Rome. Ils n'ont pas rejoint le statut ensemble. Je ne vois pas pourquoi ils viendraient ensemble pour discuter de cela. Un retrait n'affecterait pas les affaires en cours, donc le vice-président kényan et le président kényan devront encore passer devant le tribunal. Mais les analystes indiquent que cela soulèvera d'autres questions, comme celle de savoir si le continent est plus intéressé par la protection de ses leaders plutôt que d'offrir la justice à son peuple. Roger Milla est une référence en Afrique et les Africains doivent en être fiers. Yaya Jammeh, le président gambien, l'a affirmé ce vendredi à Douala, la capitale économique du Cameroun, alors qu'il était en transit pour Addis Abeba en Éthiopie. Le président de la Gambie a d'ailleurs reçu Albert Roger Milla en audience au salon d'honneur de l'aéroport international de Douala. Samuel Choufa et Sylvestre Hippolyte-Zangao. On a besoin de Roger Milla. Il est l'icône de toute la jeunesse de l'Afrique. Depuis le début de la Coupe du Monde, c'est lui aussi qui a commencé à danser. En choisissant de le dire en français, une langue qui n'est pas au devant de la scène dans son pays, Yaya Jammeh, le président gambien, a voulu ainsi démontrer l'estime que son peuple a pour Albert Roger Milla. Et pour cela, lors de son passage à Douala, il a demandé des nouvelles, puis a reçu en audience le meilleur joueur africain du siècle dernier. Vous devez nous rendre visite en Gambie, parce que vous êtes une icône et vous faites la joie de tous les pays africains depuis la Coupe du Monde. Albert Roger Milla, affirme le président Yaya Jammeh, est une icône en Gambie et donc une source d'inspiration pour les jeunes de ce pays qui veulent faire carrière dans le football. Mais ce n'est pas tout. Sa casquette de diplomate, du fait d'être ambassadeur itinérant, fait de Roger Milla une personnalité de premier plan au Cameroun, vu de la Gambie. Facile donc de comprendre que le vieux lion indomptable est passé près d'une trentaine de minutes aux côtés du président de la Gambie dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Douala. Et ce n'est qu'au départ de ce dernier pour Addis Abeba en Éthiopie que l'audience prend fin. Contentieux post-électoral des élections législatives du 30 septembre dernier, déjà 20 recours examinés par la haute juridiction. Et jusqu'ici, aucun de ces recours n'a prospéré. Des rejets en cascade ont été enregistrés devant la haute juridiction. Le RDPC, le SIF, le Manidem, le MRC, pour ne citer que ces quelques partis politiques, ont été tous déboutés. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. Jusqu'à 17 h, ce vendredi 11 octobre, aucun recours n'avait encore prospéré devant la Cour suprême. Lorsqu'elles n'étaient pas jugées irrecevables, les requêtes étaient déclarées non fondées et par conséquent rejetées. Et c'est le RDPC qui a essuyé le premier échec lorsque Alexis Dipanda Mwele a rejeté le recours introduit par Grégoire Oona
et demandant l'annulation du scrutin à Kumba Centre. Dans le recours des RDPC, ils ont évoqué beaucoup de choses, à savoir, premièrement, que le SDF avait installé les gens qui donnaient les instructions dans le bureau de vote pour voter le bulletin du SDF. Ils ont évoqué également le nom d'un certain Ayub Johnson qui a provoqué des violences. Mais tout sont les allégations qui ont même été confirmées par le conseil même de RDPC parce qu'il n'y a même pas de preuves pour justifier cela. Dans la foulée, les recours du People Action Party dans le Maniou et le Lébi Alem, de l'ANDP dans le Dja et Lobo, du mouvement pour la renaissance du Cameroun et du mouvement progressiste dans le Vouri Centre, pour ne citer que ces quelques recours, ont été purement et simplement rejetés. C'est du théâtre, vous-même vous étiez présent et vous avez suivi ce que les avocats ont dit. Au total, la Cour suprême doit examiner 41 recours introduits par 14 formations politiques. Après l'épuisement de ce contentieux post-électoral, place avant le 20 octobre prochain à la publication officielle des résultats des élections législatives du 30 septembre dernier. Et signalons à votre suite, Marcelin Gansop, que cette audience se poursuit à la Cour suprême du côté de Yaoundé et que 2 recours ont jusqu'ici été mis en délibéré. Il s'agit du recours du Social Democratic Front qui demande l'annulation du scrutin dans le Fako Ouest pour absence de ses bulletins dans les bureaux de vote. Le deuxième recours concerne toujours le parti de Nidjon Fundi qui sollicite dans le département, ou plutôt dans la circonscription électorale de Menchum Sud, la disqualification du candidat Wallan Richard Ebois du RDPC. Ce dernier, selon les avocats du SDF, a été condamné à 5 ans de prison et ne saurait se retrouver à l'Assemblée nationale. Et toujours au sujet de ce contentieux post-électoral, des avocats dénoncent la violation de la loi par la Cour suprême. Il s'agit du code électoral qui fixe le contenu des requêtes à introduire auprès de la haute juridiction. Or, Alexis Dipandamouele, selon ses avocats, s'est plutôt appuyé sur une loi antérieure, celle de 2004, pour rejeter la plupart de ses recours. Emmanuel Job et Marcelin Gansop, une fois encore. Maître Fidel Djoumbissi garde le sourire, mais il dénonce fermement ce qu'il considère comme un déni de justice commis par la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel. La haute juridiction s'est en effet basée sur l'article 49 de la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel pour rejeter la plupart des recours introduits par les partis politiques. La Cour ne peut pas évoquer une loi de 2004 qui est obsolète pour déclarer notre recours irrecevable, parce qu'il y a une nouvelle loi, c'est la loi de 2012 portant code électoral qui a organisé intégralement la procédure de saisine de la Cour suprême siégeant comme Conseil constitutionnel et qui indique précisément ce que doit contenir la requête. Mais que dit cet article qui fait problème? L'article 49 en question exige que la requête porte les noms des élus, alors qu'au moment où nous déposons les requêtes, on ne peut pas encore avoir les noms des élus parce que la requête doit être déposée 72 heures à partir de la clôture du scrutin, c'est-à-dire c'était jeudi le 3 octobre au plus tard, alors que la commission même départementale qui fait le recensement des décomptes, des votes, n'avait même pas encore fini ses travaux. On ne pouvait même pas avoir une idée sur ceux qui étaient élus pour mettre leur nom dans la requête. En dehors du mouvement pour la renaissance du Cameroun, les recours introduits par plusieurs autres formations politiques ont été rejetés pour les mêmes motifs. Et nous croyons que la Cour suprême, siégeant à la place du Conseil constitutionnel, pouvait ne pas s'attarder, n'est-ce pas, sur l'article 49 et puis recevoir les requêtes et au fond, n'est-ce pas, discuter, n'est-ce pas, du contentieux, puisque l'important c'est quoi? Ce sont les incohérences qu'il y a eu dans l'organisation du scrutin du 30 septembre dernier. Et on rappelle que les résultats de ces élections législatives doivent être publiés d'ici au 17 octobre prochain, selon la Cour suprême. Restons dans le processus électoral pour évoquer à présent les élections municipales. Et l'on franchit très bientôt un autre cap, celui de la désignation des exécutifs communaux. Ce sera mercredi prochain, ainsi que l'a décidé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, en accord avec les partis politiques. Mais les candidats au poste
de maires à Douala, aussi bien dans les rangs du RDPC qu'au sein du SDF, restent suspendus à la décision de leur hiérarchie. Dallas Chana et Etienne Pascal Azegu. Le poste de maire ne reviendra pas au conseiller municipal qui aura pris l'initiative de postuler aussi bien dans les rangs du RDPC que dans ceux du Social Democratic Front au Cameroun. Le processus de désignation des exécutifs communaux, prévu le 16 octobre prochain, aura la configuration qui va plaire au comité central pour le RDPC. Nous attendons maintenant les institutions de notre parti et que d'ici mercredi, je crois que nous allons avoir un directif de notre parti. C'est cette même version que va nous tenir Thomas Tobo Eyoum, responsable du RDPC dans la région du littoral, joint au téléphone. Pour le sénateur RDPC, c'est à la hiérarchie de son parti que revient la charge de choisir les maires. Une logique qui n'est pas loin de celle appliquée dans les rangs du Social Democratic Front, où les conseillers municipaux qui nourrissent l'espoir d'être maire dans telle ou telle commune au Cameroun doivent attendre la décision de la Commission nationale d'investiture. Le SDF a une organisation telle que tous ceux qui postulent à un poste de maire ou d'adjoint au maire ou de grand conseiller doivent adresser leur demande à la Commission d'investiture. Cette commission est à pied d'œuvre et doit boucler ses travaux au plus tard aujourd'hui ou demain. La fidélité, la loyauté, l'expérience politique ainsi que l'attachement aux valeurs et idéaux du SDF sont là quelques critères sur lesquels la Commission nationale d'investiture va se baser pour le choix des maires dont le verdict est attendu le mercredi 16 octobre prochain. Et loin de l'actualité politique, parlons de santé à présent. La rupture des antirétroviraux dans la région de l'extrême nord met les personnes vivant avec le VIH-Sida dans de sales draps. Depuis le 28 septembre dernier, les formations sanitaires n'ont presque plus été approvisionnées en ARV au grandin de ces malades. Amadou Daïrou et Sandrine Babou. Les personnes vivant avec le VIH-Sida dans la région de l'extrême nord sont abandonnées à elles-mêmes. Depuis plusieurs semaines, elles sont sevrées de cryothérapie. Les antirétroviraux sont quasiment indisponibles dans cette partie du pays à cause des retards observés dans le ravitaillement mensuel des structures hospitalières. Au comité régional de lutte contre le sida de l'extrême nord, les responsables font savoir que les raisons de cette pénurie se situent à deux niveaux. Il y a deux problèmes à ce niveau. Le premier problème est celui d'un manque de stock de sécurité, parce que les quantités qui sont livrées au Cap extrême nord, c'est à la limite suffisant pour un mois. Et le deuxième problème maintenant, c'est le délai entre les livraisons. Si le délai entre les livraisons excède un mois, alors que les quantités qui ont été servies sont à la limite suffisantes pour un mois, vous voyez donc qu'il y a possibilité d'avoir des tensions de stock dans les formations sanitaires et au niveau du Cap extrême nord. Et les malades en paient les frais, voyant ainsi le traitement perturbé. Pour les ARV de seconde ligne, nous avons les deux CTA, c'est-à-dire Marois et PT, qui nous ont signalé la rupture en protocole de deuxième ligne. Depuis la rupture des stocks des médicaments, seulement quelques formations sanitaires ont été approvisionnées, pourtant la demande est énorme. La dernière livraison au niveau du Cap extrême nord date du 28 septembre et quelques formations sanitaires ont été déjà servies, notamment Mokolo, Yagua, Tokombiri et Koucheri. Les autres formations sanitaires sont encore en attente, mais les produits sont disponibles au Cap extrême nord. Ceux des malades qui ne possèdent pas de moyens pour se déplacer sont obligés de se consoler dans l'espoir de poursuivre le traitement un jour. L'urgence de pallier à cette situation est criante dans la région de l'extrême nord. Les malades de VIH-Sida ont désormais les yeux tournés vers les autorités compétentes. À présent, notre dossier consacré à la journée d'orientation scolaire qui se célèbre ce vendredi et les effectifs pléthoriques dans les salles de classe posent un sérieux problème dans le suivi de ces élèves par les conseillers d'orientation. Quoique peu connu, le rôle est très souvent contesté par certains parents d'élèves. Des révélations faites ce vendredi à l'occasion de la célébration de cette journée. Séverin Chouban et Flavien Valondongo.
Le système éducatif camerounais regorge en son sein le métier de conseiller d'orientation, mais il ne semble pas captiver l'attention des parents et des élèves. Le conseiller d'orientation est celui-là qui accompagne l'élève dans son parcours scolaire, sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan familial. La profession n'est pas vraiment étendue comme on le voudrait, mais le conseiller d'orientation est connu. Dans les établissements scolaires et universitaires, le conseiller d'orientation est un personnage sans intérêt pour certains. Pourtant, il a un rôle important à jouer pour l'avenir de l'enfant. Nous ne procédons pas des tests psychotechniques, nous procédons également pas des notes scolaires, nous passons aussi des entretiens aux enfants. Fort de cela donc, nous orientons les enfants et nous leur donnons des avis. Ils sont appelés à présenter ces avis aux parents. Notre rôle donc c'est d'amener le parent à comprendre que le choix qui doit être bénéfique pour l'enfant, c'est celui-ci. Toutes ces méthodes ne peuvent être efficaces dans des établissements scolaires ayant des effectifs pléthoriques, car le quota est de 300 élèves pour un conseiller d'orientation. Donc nous avons établi entre eux et nous des relations de confiance telles que quand vraiment ils ont besoin de nous, ils viennent. Et ce qu'ils nous disent, ils savent que même à leurs parents, nous ne le relayons pas. Donc vraiment, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Quoi qu'il en soit, le conseiller d'orientation est un maillon important dans l'éducation de l'élève ou de l'étudiant, même si le combat reste rude entre ces derniers et les parents d'élèves. Parfois, le parent n'est pas satisfait de l'avis qui a été donné à son enfant, il revient donc vers le conseiller. Nous essayons de faire comprendre aux parents les raisons qui nous ont amenés à envoyer l'enfant dans cette filière d'études. Le dernier mot revient aux parents. Cette autre journée de l'orientation scolaire devrait être un moyen pour le grand public de comprendre les tenants et les aboutissants du métier de conseiller d'orientation. Et les conseillers d'orientation qui confirment justement que les élèves sont très souvent dictés par leur choix. Plusieurs apprenants rencontrés dans la capitale économique Douala à l'occasion de la célébration de cette journée avouent avoir opté pour une série à la demande de l'entourage familial. Séverin Choban et Flotte Amkobensi. De nombreux élèves de classe de seconde affirment avoir été guidés dans le choix de leur série par la famille et non des conseillers d'orientation. Ce sont mes parents, bon, puis aussi pour leur respect, quoi. Je suis partie pour leur faire plaisir. Puis dans la vie, je ne dis pas que non, je n'ai pas peut-être corrompu mes parents parce qu'ils ont dit comme ça. En fait, donc je fais ça d'abord pour eux, après maintenant pour moi-même. Chez de nombreux apprenants, l'entourage familial détient le dernier mot lorsqu'il s'agit de l'orientation scolaire, même si les choix ne conviennent pas forcément à l'élève. Claude est admis en seconde A4. Mes parents m'ont orienté à série A4 espagnol. La raison qui se pose, le point qui se pose, il a voulu faire la série C. D'autres élèves soutiennent avoir suivi la voie de leur cœur. Pour ces derniers, l'entourage joue le rôle de soutien et d'accompagnateur. C'est le professeur des études qui regarde les notes et en fonction de tes notes, c'est eux qui t'orientent dans une classe, la classe appropriée. Pour être en seconde, c'était très simple. J'ai juste eu mon BPC. Après le BPC, mon point de vue était dans la seconde. C'est plus qu'il y a aussi eu le point de vue de mes grands frères, mes grandes soeurs, qui me voulaient toujours aller en seconde. C'est donc eux ont approfondi mon point de vue que j'avais en moi. Des éducateurs soutiennent pourtant que seules les capacités de l'élève devraient favoriser son admission à une série littéraire, scientifique. Et puisque leur avis n'est pas très souvent pris en compte par les élèves et même par les parents, les conseils d'orientation veulent revaloriser leur profession. C'est l'objectif qu'ils se sont fixés à l'occasion de la célébration de cette 11e journée de l'orientation scolaire. Emmanuel Tibuy et Ax Cyril. Malgré la présence des conseillers d'orientation, le choix de la filière pose problème dans les établissements scolaires au Cameroun. Ils s'occupent de cette activité qu'on appelle l'orientation scolaire, qui a pour but d'éduquer les élèves, de les accompagner, de leur donner donc cette formation éducative et de leur apporter des informations sur les métiers, sur les séries, sur les filières. Aujourd'hui pourtant, nombreux sont les parents qui imposent des choix à leurs enfants. Il y a beaucoup plus de parents qui influencent le choix de leurs enfants et ne laissent pas le temps à l'école, n'est-ce pas, d'opter pour telle chose à leurs enfants. Et nous avons constaté une crise au niveau de l'allemand, par exemple. Beaucoup d'élèves fuient l'allemand
et optent beaucoup plus pour l'espagnol. Or, leurs parents leur ont dit, n'est-ce pas, que l'espagnol est plus facile que l'allemand. Quand les parents ne s'imposent pas, l'enfant opère le choix par lui-même. Plus tard, j'aimerais continuer dans la médecine. Pour ça, j'ai choisi de faire d'abord la C. Au conseil de cœur plutôt opposant, donc il ne voulait pas que je dois faire la C. Il voulait m'envoyer plutôt en ACA, mais j'ai refusé que je dois d'abord faire la seconde C. Parce que plus tard, j'aimerais être médecin. Le choix fait par soi-même n'est pas sans conséquences. Cas d'un élève qui a fait la seconde C et qui a demandé à la rentrée à être plutôt admis en première A, alors que le conseil de classe l'avait orienté en première D. L'élève a estimé lui-même qu'il n'avait pas les capacités requises pour continuer dans une série scientifique. Et avec l'aide des conseillers d'orientation, il a rédigé une requête à cet effet. L'orientation scolaire pour le succès des apprentissages. C'est sous ce thème que se célèbre la 11e édition de la journée de l'orientation scolaire. Certainement pour revaloriser ce maillon essentiel du secteur de l'éducation nationale au Cameroun. Et une journée pouvant en cacher une autre, ce vendredi, c'est également célébré la journée internationale de la fille. Et les parents se montrent de plus en plus ouverts sur les questions de sexualité avec leurs enfants. C'est le constat fait ce jour après que des jeunes filles ont été interrogées dans la capitale économique Douala par Alex Diomgan et Julingue. Princesse est une jeune élève de 4e âgée de 15 ans. Comme la plupart des filles de sa génération, elle affirme avoir subi une transformation physique il y a plus d'1 an. Une métamorphose nouvelle peut-être pour cette jeune fille, mais pourtant pas extraordinaire. Princesse en avait bien avant parlé de ses moments avec sa mère. Quand mes soeurs commençaient à pousser, c'est la première, je lui ai dit que maman, je me développe déjà. Elle m'a demandé c'est pas où, c'est pas les seins ou c'est pas tes règles. J'ai dit pas les seins. Elle a commencé à me payer d'abord les bottines. C'est quand ça augmenté les seins. Elle m'a payé les soutiens. Et pendant mes règles, elle m'a payé les garnitures. Aimée n'a pas eu la même chance avec sa génitrice. La jeune fille explique combien il est difficile pour elle de parler puberté, sexualité avec sa mère. Elle préfère se rabattre vers ses cousines lorsqu'elle a besoin des conseils. C'est ma cousine qui me donne souvent les conseils pour que je puisse m'abstenir, comme elle aussi elle le fait. J'ai souvent un peu la trouille pour parler avec ma mère. Certains parents avisés gardent un œil éveillé sur leur fille. À chaque fois que l'occasion se présente, ils n'hésitent pas à dialoguer avec leur progéniture. Pour ce faire, ils usent de plusieurs astuces. À l'âge déjà de 10 ans, puisque ma fille est présentée, il y a des signes de, comment dire, le développement de la femme, quoi. Bon, moi, pour mieux l'éduquer, puisqu'il y a des livrets sur le marché qui indiquent la sexualité, comment est-ce que l'enfant doit se développer. Quand nous voulons en parler, moi je prends le livre, je dis, bon ma fille, comme tu vois, ici, quand une femme a déjà des seins, ça se passe comme ça se passe comme ça là. Selon les experts, l'encadrement des filles nécessite un suivi permanent des parents aux tuteurs, ce qui leur permet d'éviter des dérives. Grossesse précoce, maladies sexuellement transmissibles, abandon des études et autres. Depuis que ma mère me conseille, je suis comme ça et je suis bien, je suis en sécurité, personne ne me dérange. Et c'est bien, les filles maintenant, il doit être sage. Parce que les garçons sont derrière, ils trompent les filles dans la maladie, te met enceinte et ils sont filles. C'est toi qui vas souffrir. Beaucoup de parents optent pour un dialogue permanent avec leurs filles. Même si dans d'autres familles, les sujets de sexualité restent tabous. C'est pour sensibiliser davantage les parents à cette cause que l'Organisation des Nations Unies a décidé d'instituer une journée internationale de la fille le 11 octobre de chaque année. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Innover en faveur de l'éducation de la fille ». Et du sport, à présent, match Cameroun-Tunisie du 13 octobre prochain à Radès. Les Lions indomptables et les Aigles de Carthage en sont à leur 16e confrontation, toutes matchs et compétitions confondues. Il ressort que le Cameroun compte 8 victoires, 2 nuls et 2 défaites face à la Tunisie. Jean Pochouniat nous replonge dans l'historicité des rencontres ayant opposé le Cameroun à la Tunisie. Les sélections nationales fanion du Cameroun et de la Tunisie se sont déjà défiées 16 fois dans l'histoire du football. Les confrontations les plus marquantes, c'est en éliminatoire de Coupe du Monde. Premier choc, le 8 octobre 1989 à Yaoundé. Les Lions dament le pion 2-0 aux Aigles de Carthage et iront battre 1-0 les Tunisiens à domicile, s'offrant le ticket pour la phase finale d'Italie 90. Le match de dimanche à Radès en sera le 3e duel en éliminatoire de la FIFA World Cup.
En phase finale de Coupe d'Afrique des Nations qu'en éliminatoire, le Cameroun tient avantage sur la Tunisie. À la CAN 2000, la génération dorée des Lions indomptables écrasait 3-0 les Tunisiens en demi-finale le 10 février 2000 à Accra. Le 4 mars à la CAN Ghana 2008, les Lions éliminaient 3-2 les Aigles aux prolongations en quart de finale. À la CAN 2010, les deux équipes se neutralisaient 2 buts partout en match de poule le 21 janvier 2010 à Lubango. Une copie non loin du nul d'un but partout du 5 mars à la CAN de 1982 en Libye. En éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations, les deux équipes se sont croisées 2 fois. Défaite des Lions 4-0 à leur première confrontation face aux Aigles de Carthage le 5 février 1967. Au retour à Yaoundé le 16 août de la même année, les Lions prennent leur revanche 2-0. Insuffisant pour participer à leur première phase finale de CAN en 1968 en Éthiopie. Aux Jeux africains, les Lions dominent 3-1 les Aigles de Carthage le 5 août 1987. Au tournoi de 4 nations, les Tunisiens s'imposent sur la plus petite des marques 1-0 face aux Camerounais. En 6 matchs amicaux, le Cameroun a gagné une fois devant la Tunisie, 4-2 le 1er décembre 1968 à Yaoundé et tombé le 11 janvier 2002, 0-1 à Tunis. Lions indomptables et Aigles de Carthage ont déjà fait 4 nuls à Tunis, un but partout les 8 et 10 novembre 1981, même score le 26 février 1986 et le 25 octobre 1991. En 16 matchs entre les deux pays, toutes compétitions confondues, le Cameroun a battu 8 fois la Tunisie et concédé 2 défaites. Lions indomptables et Aigles de Carthage ont fait 6 matchs nuls, 25 buts marqués pour le Cameroun contre 17 concédés. Et aux dernières nouvelles, l'équipe du Cameroun a quitté Nice en France pour se rendre à Radès, à Tunisie, où aura lieu cette rencontre importante contre les Aigles de Carthage. Ce sera dimanche prochain. Madame, c'est ici que nous allons refermer cette édition d'Information sur Equinos Télévision. Nous disons infiniment merci d'avoir été en notre compagnie. Merci de rester aussi en compagnie des programmes de cette chaîne. À très bientôt. Au revoir.